Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai écouté il y a 40 ans. Il m'accompagnait effectivement dans le bus. Il était dans l'émission Starter sur Énergie. Il s'appelle Dominique Duforest. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe. Alors Dominique, tu as été directeur d'antenne et animateur radio sur la radio des jeunes, la nouvelle radio des jeunes, donc Énergie dans les années 80. Ensuite, de 2007 à 2017, tu incarnes effectivement le personnage de la voix en voix off dans l'émission TV sur TF1 Secret Story. Ça, c'est pour les grandes lignes, mais tu vas nous parler de ton parcours. Comment les choses commencent pour toi ? Oula, ça va être long à raconter. Alors d'abord, une première précision. Énergie n'a jamais voulu dire la nouvelle radio des jeunes. D'accord. C'était pour le symbolique de l'énergie. Mais ça n'a jamais voulu dire la nouvelle radio des jeunes. Bref, comment ça a commencé ? J'ai fait une foule de choses avant de devenir animateur sur Énergie. Pour faire court, je vais vous épargner tout ce qui n'a pas de rapport avec la musique. J'ai tenu des boîtes. J'étais directeur de boîte pour la chaîne Barrière, dirigée à l'époque par Lucien Barrière. Et je m'occupais de la boîte du Palm Beach à Cannes et de la boîte du casino à La Baule pendant 3 ans. Et c'est au bout de ces 3 ans qu'un soir où j'avais un peu marre de vivre la nuit, j'ai revu de vieux amis à Antibes. Il s'agit de Katia, qui est toujours en activité, Katia Fipp, sous le nom de Katia Fipp, qui m'a dit, mais il y a une radio qui se monte à Paris, il y a une place pour toi, ça s'appelle Énergie, etc., etc. Puisque à ce moment-là, j'avais déjà arrêté la boîte et je m'occupais d'une radio à Cannes qui portait un beau nom, qui s'appelait Radio Galère, sur laquelle j'avais engagé un jeune animateur qui s'appelait Nagui. Et donc, je suis monté à Paris à Énergie et à la force des poignets, j'ai fini par avoir ma place. Voilà, pour faire court. D'accord. Alors moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais tout jeune, j'écoutais Énergie parce que c'était une radio que je qualifierais de familiale. C'est-à-dire qu'on passait du matin. Alors le matin, je t'écoutais avec Starter et Denis Balbir. Et également, ensuite, l'après-midi, je pouvais pas écouter Mitsou parce que moi, je faisais 14h, 17h. Mais le soir, j'écoutais Serge Rep. Entre-temps, j'écoutais Marc Scalia avec le Star Match. Et puis, je terminais la nuit avec Frédéric Dorieux, donc qui faisait la nuit sur Énergie. C'était une radio familiale. Mais ensuite, les choses ont changé un petit peu et la teneur d'énergie a changé. Alors, pourquoi il y a eu ce changement ? Alors, au début, c'était une radio de copains, c'est vrai, mais qui a toujours eu une vocation commerciale. Jean-Paul Baudecroux, qui est son fondateur et son financier d'origine, était un vrai passionné de radio, mais il avait quand même un objectif mercantile, c'est-à-dire il voulait gagner sa vie avec la radio, ce qui était tout à fait compréhensible puisqu'il avait investi de l'argent dedans. Et pour gagner de l'argent et pour faire une radio commerciale, on pouvait pas continuer sur ce rythme-là. C'est à ce moment-là que, parce que nous, on arrivait on se croyait les rois de la radio, mais en vérité, on savait rien faire. On avait simplement le gros avantage qu'on avait dans cette époque-là, c'est que les animateurs avaient de la personnalité. Aujourd'hui, je ne citerai pas de nom de radio ni de nom d'animateur, mais l'animateur qui est à 4 heures de l'après-midi, si on le remplace par quelqu'un d'autre le lendemain, personne ne fait la différence. Alors qu'à l'époque, d'un animateur à l'autre, il y avait un ton, il y avait un esprit. Mais il a bien fallu à un moment passer à un stade professionnel. C'est à ce moment-là qu'un consultant américain a été engagé, puisque les Américains, sur le format de radio que l'on faisait, avaient 30 ans d'avance sur nous, ce qui permet d'avoir débroussaillé sérieusement le chemin. Et donc, ce consultant américain nous a aidé à formater la radio. Et d'ailleurs, moi qui ai travaillé avec lui, parce que pour la bonne et simple raison que j'étais un chouïa plus vieux que les autres et que j'étais le seul à parler un anglais à peu près correct, donc j'ai travaillé avec lui et j'ai contribué à ce formatage. Ce formatage n'empêchait pas la personnalité des animateurs. Après, le choix des animateurs, c'est un choix voulu par la direction. Et ça, c'est leur problème, je dirais. Nous, on avait fait notre temps et on est parti vivre d'autres aventures ailleurs. Et puis il y a l'identité sonore d'Énergie, c'est-à-dire les costas avec ces fameux jingles chantés qui apportaient le plus la valeur ajoutée d'Énergie. Alors, ces premiers jingles chantés n'étaient pas les costas. Les premiers jingles chantés, c'était Jean-Pierre Danico.
Jean-Pierre Danico, qui a été le premier patron d'Énergie, à tel point qu'au début, rue du Télégraphe, certains ignoraient même l'existence de Jean-Paul Baudecroux. Donc, Jean-Pierre Danico était un ancien chanteur. Il avait eu son heure de gloire dans les années 70 sous le nom de Santiana. Et c'est donc lui, dans son petit studio personnel chez lui, qui faisait les jingles et qui les chantait. Ce n'est qu'après que sont venus les costards, qui sont, en France, les génies du jingle. Hein, c'est vraiment les meilleurs de tous. Mais tous les premiers jingles si célèbres qui ont été scandés pendant la manifestation, etc., tous ces jingles-là étaient des jingles faits par Jean-Pierre Danico. Et en 1988, donc, tu sors un livre qui s'appelle Ma plus belle histoire, donc aux éditions du Rocher, donc Énergie, ma plus belle histoire. Pourquoi tu as voulu écrire un livre sur cette radio ? D'abord parce que j'aime écrire, c'était déjà une première bonne raison. Et la deuxième, c'est qu'on visait une aventure telle qu'il me semblait impossible de ne pas la raconter. Donc j'ai eu envie de la raconter tout simplement parce que cette radio, ce qui était extraordinaire, ce qu'on a vécu, disons moi je suis rentré en 82, fin 82, de 82 à 90, si je ne m'abuse, je sais plus vraiment, en ce qui me concerne moi-même, c'était nouveau tous les jours. On inventait tous les jours, ou on réinventait, soyons justes. Mais tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait un esprit extraordinaire. Comme j'étais directeur d'antenne, j'étais le premier, la fonction a été créée avec moi, il n'y en avait pas avant. Je passais 15 à 18 heures par jour à la radio. On vivait radio, on mangeait radio, on dormait radio. Donc, et puis en plus, comme j'ai eu la chance, toujours à cause de ce fameux anglais, pas si extraordinaire que ça, mais correct, j'ai eu la chance ensuite de faire toutes les interviews. J'ai rencontré un nombre de personnages absolument incroyables. J'ai eu envie de le raconter, voilà, tout bêtement. Là, tu me donnes l'enchaînement à la question que je voulais te poser. Quelle est l'interview qui t'a le plus marqué dans les stars, effectivement, que tu as rencontré en interview ? Oh là, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que chaque interview est une nouvelle aventure, surtout avec, comment dirais-je, la notoriété des gens que j'ai eu la chance d'interviewer. Je dirais qu'au niveau amical, mais vraiment amical, c'est sans doute Phil Collins. Phil Collins, c'est avec qui le hasard a fait, les ondes ont fait que on n'est pas parti en vacances ensemble. On aurait pu. Voilà. Et sinon, c'est difficile à dire. David Bowie, tu sais, souvent les interviews de stars se font soit à la station, bien sûr, parce que c'était Énergie quand même, soit dans un hôtel, dans une suite d'hôtels loués par la maison de disques pour les besoins d'interview. Les interviews succèdent toute la journée. Et Bowie, j'étais le dernier de la journée, et il me dit, oh là là, je suis fatigué. Ça t'ennuie si on fait l'interview couché. Et donc, comme on était dans une chambre d'hôtel, on s'est couchés tous les deux sur le lit avec le magnéto au milieu. Et évidemment, tout de suite, l'ambiance est différente. Donc voilà, mais je peux te citer Stevie Wonder, je peux te citer plein d'autres comme ça où le contact, alors dire l'interview avec un grand I, je suis incapable, pour dire que peut-être ce qui m'a le plus impressionné, et en plus c'était la première, et en plus c'était quelqu'un que j'admirais et que j'admire toujours profondément, c'était Paul McCartney. Donc voilà, d'en citer une, c'est impossible. Alors ensuite, après l'aventure Énergie, tu continues à être dirigeant de radio, donc t'as RMC, t'as M40, t'as RTL2, du moins tu passes de M40 à RTL2, et puis Rire et Chanson. Alors ça fait beaucoup de choses. Je t'arrête. À RMC, j'étais pas dirigeant, j'avais un titre un peu curieux, conseiller au programme. Mais je travaillais surtout avec Yves Mourouzi, que je connaissais bien, que j'aimais beaucoup. Il était un type absolument extraordinaire. Mais j'étais que, entre guillemets, conseiller au programme, c'est-à-dire je donnais un peu mon avis sur tout. Voilà. D'accord. J'ai repris l'information, en fait, j'ai repris l'information de Wikipédia, c'est pour ça. Oui, mais il y a quelquefois des conneries sur Wikipédia. Il paraît qu'il y en a moins que sur l'Encyclopédia Universalis, mais il y a quand même des conneries. Donc, c'est pas dirigeant. Ensuite, sur M40, je suis rentré comme consultant et après, j'ai été engagé comme directeur des programmes, mais la radio était déjà condamnée.
c'est-à-dire qu'elle marchait pas bien, parce que sous mon règne, entre guillemets, elle a mieux marché. J'ai obtenu le meilleur sondage de l'histoire de M40, mais une radio dédiée aux nouveautés, c'était un non-sens. Le public n'aime pas vraiment les nouveautés, il faut qu'il y soit habitué. Donc, elle était condamnée. Les Espagnols qui faisaient partie à 50-50 de l'actionnariat de la radio partagé avec la CLT qui était la société mère de RTL. C'est un peu compliqué, je m'excuse. Donc les Espagnols qui s'appelaient Los 40 Principales, d'où le nom de M40, avaient décidé de rentrer chez eux. Donc RTL qui ne comprenait rien à la FM à l'époque, pour la RTL, devant la FM, c'était une poule devant un couteau. Hein. Et ils m'ont dit, voilà, on a un projet qui va s'appeler RTL 1, et si vous voulez vous en occuper. Et j'ai donc fait la transition entre M40 et RTL 1, qui est devenu 2 à la suite d'une longue histoire. D'accord. Et puis, il y a aussi... J'ai donc monté le format par rapport au projet que m'avait présenté la CLT, qui était pour moi un non-sens. Donc j'ai fait évoluer ce projet avec leur accord, et j'ai monté RTL 1, puis 2. D'accord. Et comment en fait tu choisis tes équipes quand alors soit quand tu es conseiller des programmes, soit quand tu es à la direction effectivement d'une station. Comment on choisit ces équipes en fait? Au feeling, au charisme des gens? Souvent au feeling. Souvent au feeling. À une époque, j'ai aussi été j'étais à Énergie, c'était incroyable le nombre de choses que je faisais, puisque le week-end je partais en province monter le format Énergie dans les stations que Énergie avait rachetées. Donc c'était totalement au feeling. Et la première chose que je faisais dans une ville quand j'y arrivais, c'était d'écouter les autres radios pour repérer des gens éventuellement intéressants. C'est ainsi que j'ai repéré à Toulouse un type que je trouvais formidable, qu'on a engagé sur Énergie Toulouse et qui a fait une belle carrière après. Et il a la gentillesse de le rappeler souvent. C'est Jean-Luc Reichmann. Donc c'était au feeling. Je l'ai écouté, je me suis dit ce mec est super, on le prend. Voilà. Et après les équipes, c'est au talent d'abord. Hein, là, c'est quand même la première chose. Quand j'étais à Angoulême pour monter le Énergie local, j'ai entendu une fille que je trouvais formidable. C'est à peu près la seule que j'ai gardée dans l'équipe qui existait dans la petite radio qu'on avait rachetée. J'ai écarté 2 personnes dont je ne savais pas qu'ils étaient les dirigeants de la radio. Et j'ai gardé cette nana qui s'appelait Jade et qui a fait la carrière que l'on sait. Alors, c'est vrai que en tant que on peut effectivement avoir le regard quand on dirige des radios, mais en tant qu'auditeur, qu'est-ce que tu aimes bien écouter comme radio maintenant? Maintenant, FIP, Nova et des radios internet. Ah oui, donc là, effectivement, tu as fait un grand braquet, quoi. Et éventuellement France Inter. Et France Inter, d'accord, ok. Ce que j'aime à la radio, c'est être surpris. Oui, oui, c'est important, ouais, c'est important parce que c'est vrai que quand on est surpris, là aussi il y a le feeling, là aussi quelque part on est, il y a une attraction qui se fait, quoi. Bah oui, moi dans la radio, quand j'écoute un truc à la radio, j'ai envie de pouvoir mettre Shazam. C'est pour écouter toujours la même chose, ça m'intéresse pas. Bon, et puis bon, c'est vrai que j'ai vieilli, qu'il y a certains, autant j'adore le rap, autant il y a certains trucs actuellement que j'aime pas du tout, que je supporte pas, qui m'ennuient. Donc voilà, j'écoute des radios qui passent des musiques un peu différentes. Et tu parlais des web radios. Est-ce que tu penses que quelque part il va y avoir un modèle économique qui va sortir des web radios? Parce que bon, ça fait 40 ans. Moi, j'ai commencé Internet en 1994. J'ai créé ma première web radio en 95. Je présentais les pages web et les webmasters et ensuite les sites web. Donc j'étais parti dans un format qui n'existait pas, une couleur qui n'existait pas. Et là aujourd'hui, je constate qu'effectivement qu'il n'y a pas de modèle économique encore inscrit dans les web radios. Il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de particuliers, mais économiquement parlant, c'est un petit peu le trouble. Écoute, je ne suis pas un spécialiste économique. Moi, je me considère avec beaucoup de prétention comme un artiste, donc je me suis pas vraiment penché sur la question.
Et donc, j'avoue que je ne vois pas quel modèle pourrait sortir autour de la publicité, une publicité différente. Je sais pas, franchement, j'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que tu penses du podcast? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution et du développement du podcast? C'est une forme, comment dirais-je, un spin-off, comme on dit pour les séries télé, de la radio. C'est-à-dire, c'est un peu la radio à la demande. Moi, je suis bien placé pour en parler puisque je fais moi-même des podcasts qui marchent plutôt bien d'ailleurs. Mais pour l'instant, ça rapporte pas grand-chose. Hein. Mais là, du point de vue économique, c'est pas terrible. Mais c'est intéressant et beaucoup de gens maintenant sont à l'écoute des podcasts parce qu'ils se font un programme à la demande. C'est une radio en puzzle. Voilà, j'ai tel podcast sur la musique m'intéresse, tel podcast sur l'actualité, sur l'écologie, sur la politique, sur je ne sais trop quoi m'intéresse. Tac, je collectionne mes podcasts. Et je les écoute dans les transports en commun, je les écoute chez moi, je les écoute en faisant mon sport. Bref, il y a toutes 1000 façons d'écouter les podcasts. Et eux, ils ont de l'avenir, mais pareil, économiquement, pour l'instant, c'est pas gagné. C'est vrai que bon, on est encore au balbutiement au niveau statistique. On sait que combien il y a de téléchargements, combien il y a de vues, combien il y a d'écoutes, mais on n'a pas encore les datas suffisantes pour pouvoir effectivement développer économiquement le podcast. D'ailleurs, je recevrai très bientôt dans les podcasts une compagnie qui gère les statistiques et qui pourra nous apprendre pas mal de choses. Au niveau de la voix off, alors là, c'est vrai que c'est un autre métier. Donc tu fais Secret Story, tu deviens effectivement la voix. Comment cette aventure se crée en fait? Tout à fait par hasard. On était au mois de juin de la première saison et le concept s'était enclenché, c'était signé, les castings étaient quasiment terminés, mais ils n'avaient pas trouvé la voix, qui était quand même un élément moteur du programme, puisque je rappelle que c'est une création française. C'est un dérivé, là aussi, c'est un spin-off de Big Brother, Love Story en version française, et n'avait pas trouvé la voix. Et c'est un garçon qui s'appelle Thierry Métral, qui travaillait à l'époque chez Endemol, puisque la société dans laquelle je travaillais avait été rachetée par Endemol, qui dit à Alexia Laroche-Joubert, qui était la productrice de l'époque, mais pourquoi tu ne demandes pas à Dodo du Forest, il connaît la radio, il a une bonne voix, etc. Alexia m'appelle, et je lui dis non. Parce que j'avais programmé des vacances, je partais un peu loin, tout ça. Je dis non. Et je raccroche. Et je vais parler avec Nathalie André, avec qui je travaillais, et qui dit pourquoi t'as refusé? Parce qu'évidemment, on n'avait aucune idée à l'époque de comment ça allait se dérouler. Elle me dit, tu vas à tel endroit, peut-être qu'avec une ligne numérique, tu pourras faire les voix une fois par jour. Je dis, je vais faire les essais. Donc, je rappelle Alexia. Je dis je veux bien faire les essais et je ne suis pas parti en vacances. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. J'étais engagé pour faire la voix, je sais pas moi, 15 jours ou 3 semaines avant le début de l'émission. Qu'est-ce qui définit pour toi une bonne voix off? Sa personnalité peut-être. Donc le charisme, on en revient toujours à la même chose. Hein. Tu regardes avant tout effectivement le charisme, la personnalité, ce qui se dégage de la personne, quoi. Oui, parce que regarde un garçon comme Arthur que je connais bien, il dit lui-même, j'ai fait une carrière en radio avec une voix de merde, et il a, c'est lui qui le dit, hein, je me serais jamais permis de dire ça, mais sa voix a de la personnalité. Or aujourd'hui, sur la FM, on entend beaucoup de voix, peut-être sympathiques, mais qui n'ont pas forcément de la personnalité. Et pour en revenir au début dont nous parlions tout à l'heure, aussi bien Mitsou, Scalia, Serge Rep, Cookie, Alexandre Debanne, Frédéric Derieux, tous ces gens-là avaient de la personnalité. Et dans la voix. Ça peut avoir peut-être la meilleure voix du monde, mais une voix avec de la personnalité, tout de suite identifiable. C'est vrai qu'il y a un acteur aussi d'énergie dont on n'a pas parlé, c'est Max Guazzini. Ah évidemment, le grand Max, notre maître à tous. Un type qui est arrivé dans la radio sans y connaître rien.
C'est comme si moi, demain, on me disait que je vais devenir patron d'une usine de tricot. Il était avocat. Il avait été chanteur, brièvement, dans les années 70, sous le nom de Maxime Guadzi, parrainé par Dalida, d'où son énorme amitié et son attachement à Dalida. Mais c'est un type, c'est Goldfinger, c'est-à-dire il a les doigts d'or. Ce type réussit tout ce qu'il entreprend. Il a réussi avec Énergie, il a réussi avec le Stade français, il réussit, il transforme en réussite tout ce qu'il touche. Et c'est un type brillant, extrêmement brillant, et qui a un instinct du public énorme. Ça, c'est important, ouais. Savoir ressentir les choses pour être à l'avant-garde, c'est très important. Au niveau avant de conclure cette interview, Dominique, j'aimerais qu'on parle également de cette grande manifestation effectivement qui a sauvé Énergie quelque part, hein, parce que c'était en 1984 que ça s'est passé. Alors, c'était en 1984, absolument, le 8 décembre, si je ne m'abuse. Employons les bons mots. Elle n'a pas sauvé Énergie, elle a institutionnalisé Énergie. Car en vérité, au moment où on a fait la manifestation, on savait que la station ne serait pas interdite comme elle avait failli l'être. Il y a un mot qui est célèbre, c'est tous les événements sont passés, c'était un lundi soir, si je ne m'abuse, le président Mitterrand était en Irlande pour un sommet européen. Quelqu'un lui aurait dit à l'oreille ce qui se passait à propos d'Énergie, il aurait répondu « quelle connerie ». Voilà, ces différentes interventions de part et d'autre, et on a su que les CRS ne seraient pas là le lendemain à 6 heures pour couper l'antenne. Mais Max, une fois encore, avait eu le génie de lancer cette idée de manifestation. Il y a eu une époque où les lycéens, les jeunes n'avaient pas vraiment de cause à défendre, à une époque où un 1er mai, les syndicats rassemblaient péniblement 10 000 personnes pour la manifestation annuelle. Nous, on a rassemblé, alors les chiffres varient, mais disons que tout le monde est plus ou moins d'accord sur le chiffre de 300 000 personnes. Un truc délirant. Max leur a proposé de monter des comités de lycéens. C'était absolument extraordinaire. Donc, cette manifestation a fait qu'Énergie est devenue, pour employer un mot qui m'énerve un peu, mais qui est là, bien placé, incontournable. Ah, une belle aventure. On va terminer cet épisode des experts avec Dominique Duforest. Cette question marqueur des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Dominique? Claire et précise. Malgré que j'ai fait quelques petites erreurs avec Wikipédia. Oui, ça arrive à tout le monde, hein. Moi, j'ai fait des interviews, quelquefois, m'est arrivé de dire des conneries aussi, donc c'est tout à fait excusable. La plus belle histoire d'interview, c'est quand même la petite journaliste qui avait été interviewée, Eddie Mitchell, et qui lui a demandé des nouvelles de Claude Moine, car la demoiselle ne s'était pas renseignée, ne savait pas que Claude Moine, c'était le vrai nom d'Eddie Mitchell. Ouais, c'est clair qu'il peut y avoir des petites omissions, comme on dit. Voilà. Quelle est ton actualité maintenant, Dominique? Je fais pas mal de choses. J'ai donc ces podcasts qui s'appellent Rock et Pop Stories, qui se trouvent sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple+, Google+, etc. On met une nouvelle... je raconte des histoires de chansons. C'est un truc un peu classique, mais qui marche plutôt bien. C'est sur 2 minutes 30. Il n'y a pas la chanson derrière, parce que sinon, faut payer les droits d'auteur. Donc, ça déjà, ça rapporte pas grand-chose. Si en plus, il faut payer les droits d'auteur, c'est pas terrible. Mais ça marche bien, puisque j'ai à peu près 50 000 téléchargements par mois. Et puis sinon, j'ai une société avec laquelle je place des musiciens sur des émissions de télé autour des artistes, ce sont les maisons de disques qui sont mes clients. Et je fais un peu de coaching pour de jeunes artistes qui doivent affronter des interviews. Voilà, en gros, ce que je fais. Et au niveau de ces podcasts sur la chanson, ils ont un format effectivement de quelle durée? 2 minutes 30. Ah oui, donc c'est dense, ça fait des petites pastilles, quoi. Exactement. Donc, il y en a actuellement 800 en ligne. Et principalement axé sur le rock, puisque c'est ma musique de base.
Eh ben en tout cas, voilà de quoi bien avancer encore dans de beaux projets. On va te souhaiter bon vent, Dominique, comme on dit en Bretagne, chez nous en pays celtique, du côté de Rennes. Et en même temps, donc où on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos et si on a envie de continuer la discussion avec toi. Bonne question. J'ai pas vraiment d'endroit où je discute avec les gens. Je suis un peu sauvage, je suis un peu solitaire. Donc, je sais pas, j'essaye via ma société, j'ai un site qui s'appelle wdparis.fr. Donc là, ils peuvent éventuellement me poser une question. Eh ben ça marche. Je te remercie en tout cas de tout mon cœur, Dominique, d'avoir prêté tes propos aux experts parce que tu nous as apporté plein d'informations justement sur énergie et puis sur ton évolution, sur ton parcours. C'était très riche, très dense, beaucoup de valeur ajoutée. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont appris pas mal de choses. Et moi je vous donne rendez-vous dans les experts à très bientôt avec un nouvel invité. N'oubliez pas de mettre effectivement 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire monter les experts. Et puis abonnez-vous à ma chaîne également YouTube pour découvrir de nouveaux invités. Merci Dominique. Merci, bonne journée, longue vie aux experts.